Tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur la MR63. Ça fait vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Nick Lucas, je suis un professeur en architecture et en urbanisme à l'Université McGill et je suis aussi le directeur intérimaire du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises qui cherche à stimuler les partenariats et supporter les engagements extramuros de l'université, entre les universités, mais avec les parties prenantes dans la communauté. Donc, il fait vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. J'aimerais aussi signaler et reconnaître le fait que l'Université McGill est sur un territoire autochtone non cédé et qui est un emplacement qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous honorons, reconnaissons et respectons ces nations à titre d'intendants traditionnels des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Alors, il me fait plaisir de vous introduire Frédéric Morin Bordelot, qui est un des cofondateurs avec son frère Étienne, si j'ai bien compris, du projet MR63 qui va vous parler de notre activité aujourd'hui. Merci. Il faut juste ouvrir ton micro, Frédéric. Voilà. Donc, merci beaucoup, Nick, pour l'introduction. Je dois avouer que je suis un peu intimidé par ce panel. Les experts, les expertes qui ici sont, la qualité est incroyable. Mais j'ai le grand plaisir d'y être et de présenter ce que le CREM et nous, spécifiquement avec Audrey, on a travaillé depuis pas très longtemps, moins d'un mois. On a monté ça en moins d'un mois. Par contre, on travaille sur ce qu'on appelle notre laboratoire d'impact depuis près de 2 ans maintenant. Et le laboratoire d'impact, c'est en fait l'initiative de MR63 pour s'assurer que dans toutes ces actions et dans toutes ces activités, MR63 va avoir le plus d'impact sur ces différentes communautés et évidemment sur l'environnement. La réflexion avait commencé à travers un comité de développement durable qui est encore présidé par Loïc Angot de chez Lemay, avec le support indéfectible de Raissa de Labossière, nos architectes, notamment avec Antonin Labossière. Et avec ce comité-là, on explorait comment faire de MR63 un bâtiment exemplaire de développement durable et aussi une organisation exemplaire de développement durable. Donc, pour faire ça, on est arrivé avec cette charte qu'on voit ici à l'écran. Et on a pris les 4 axes du développement durable, la culture, l'environnement, le social et l'économique, et on s'est demandé comment MR63 pouvait avoir quelle action est-ce qu'on pouvait poser pour avoir un impact sur chaque axe. On s'est rendu compte qu'on est un organisme culturel, on fait rayonner des talents, qu'en conservant le patrimoine, on était capable d'avoir un impact social, surtout au niveau du memorabilia du patrimoine. Au niveau de l'écologie, on voulait s'assurer de s'inscrire dans la transition écologique régénérative, donc non seulement arrêter l'émission de carbone, mais aussi être capable d'en capturer une partie. Et finalement, on voulait s'assurer de s'installer dans notre lieu d'accueil de Griffintown de manière inclusive, donc c'est-à-dire en s'assurant d'amener toutes les communautés de Griffintown à se parler et à être accepté dans notre bâtiment et dans notre organisation. Donc, à travers les années, avec le CRIEM, on a beaucoup réfléchi, on a parlé à beaucoup de gens et on est arrivé à monter le laboratoire d'impact. Ce qu'on s'est rendu compte récemment, c'est que les discussions sont très, très riches et qu'elles méritaient d'être partagées, d'où le labo éphémère qu'on commence aujourd'hui avec cette conférence. Donc, pour lancer le bal, j'ai le grand plaisir de vous présenter quelques photos de ce qu'on veut faire avec le bâtiment d'MR63. Donc, on veut prendre les wagons de métro de modèle MR63 et en faire un bâtiment de 3 étages. On veut, à l'intérieur de ce bâtiment-là, qu'il y ait un café-bar où est-ce qu'on vendra des produits 100% locaux. Donc, tout incluant là, les citrons dans les cocktails, viendrait du Québec. Donc, si ce n'est pas fait en serre, ça ne sera pas des citrons.
Il y aurait aussi un lieu de diffusion multidisciplinaire qui serait au deuxième, troisième et au sous-sol. On est encore en train de raffiner les 3D pour ça. Et finalement, il y aurait un pop-up design qui présenterait les artisans de design d'ici. Donc, on voit un peu l'idée d'utiliser les wagons pour faire des boutiques, chose qu'on a faite dans nos éditions précédentes de la station éphémère et de la MR63 phase 1 dans Griffintown. Donc, je ne veux pas m'éterniser, ce n'est pas une conférence sur MR63, c'est bien une discussion autour du thème du patrimoine. Et pour démarrer cette discussion, j'ai le grand plaisir d'introduire Aliki Economides, qui est professeure adjointe à l'école d'architecture McEwins de l'Université Laurentienne. Elle est architecte de formation et détentrice d'un doctorat en histoire architecturale et urbaine de l'Université Harvard. Aliki Economides s'intéresse principalement au rôle que jouent les environnements bâtis et naturels dans la construction de l'identité, les façons dont les inégalités sociales et spatiales sont intimement reliées, et l'histoire, la théorie et l'actualité de l'ornementation en architecture. Avec Corinne Perron, elle a notamment participé à la réalisation d'un documentaire basé sur sa thèse, Une tour sur la montagne, l'architecture d'Ernest Cormier et sa vie, produit par Radio-Canada en collaboration avec le cinéaste Paul Covallo, dont la première mondiale a été présentée en mars 2020 lors de la 38e édition du Festival international du film sur l'art. Outre la rédaction de son premier livre intitulé Constructing Identity, Ernest Cormier and the Project of Modernity, elle travaille également sur la co-direction du volume Exploring Capital Cities and Imperial and Post-Imperial Context 1880-1960. Les recherches d'Aliki ont été appuyées par le Centre canadien d'architecture, le CCA, le Weatherhead Center for International Affairs, le Rockefeller Archive Center, la Laurentian University Research Fund, la LURF, et la Society of Architectural Historians, la SAH. Elle est également membre associée au Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, le CRIEM. Aliki, à toi la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Je réalise que c'était beaucoup à dire. Le principal, c'est que je suis ravie d'être membre associé du CRIEM et j'adore participer à tous ces événements inspirants et hors du cadre. Le CRIEM est vraiment là-bas. Je suis ravie que vous êtes en collaboration. Alors, j'aimerais vous remercier toute l'équipe pour cette invitation d'animer la table ronde portant sur un sujet que je trouve tellement génial. J'aimerais aussi reconnaître et remercier Audrey Fontaine, notre chère coordonnatrice en transfert des savoirs, ainsi que les autres collègues au sein du CRIEM qui collaborent avec elle pour leur organisation est incroyable. Donc, merci beaucoup pour ça parce que c'est souvent du travail invisible, mais fort important et c'est ça qui nous permet de nous rencontrer comme ça et avoir une conversation stimulante. J'aimerais aussi, vous êtes notre public, les autres participants, vous êtes invisibles, mais on sait que vous êtes là. On apprécie l'intérêt que vous apportez et je vous invite, je pense qu'il y a un message dirigé à vous tous dans le chat. N'hésitez pas à offrir vos commentaires, poser des questions dans le Q&A. Je vais essayer de garder un œil sur le Q&A parce que ça flash des chiffres pour nous alerter qu'il y a des questions, mais si je manque quelque chose, je me fie entièrement sur Audrey qui, je sais, elle sera on the ball, elle va trouver et on va intercaler vos questions et commentaires. Alors, pour commencer, j'aimerais me positionner un peu dans le sens que je suis une personne qui a une forte appréciation pour les jeux de mots. Et alors, j'avoue que je trouve que la formulation que vous avez inventée au début pour les installations éphémères, en misant sur le nom de la série des voitures du métro, était superbe. Et ça, entre ça, comme « Oh, moi aussi, je veux faire quelque chose de… » oui, super. Et le thème de la patrimoine, qui est ça qui est le focus d'aujourd'hui, m'a inspiré de lancer, en fait, comme quelque chose à orienter nos réflexions de l'expression de la formule de passé composé. Et ici,
évidemment, je ne parle aucunement de la grammaire française parce que ce n'est pas du tout ma force et ce n'est pas pertinent. Je parle de la problématique de comment assurer la pertinence du passé dans le présent et dans le futur. Et donc, comment est-ce qu'on compose le passé et avec le patrimoine du passé? Les objets, les espaces, la mémoire collective, tout ça qui est notre patrimoine. Et donc, dans cette conjugaison, si on peut être un peu flexible et créative avec comment on mobilise mon jeu de mots avec la grammaire, c'est on conjugue les temps et les espaces et les objets, on conjugue le contexte historique d'un objet patrimonial et aussi sa nouvelle réalité, afin de le recomposer pour bien vivre et enrichir le présent. Alors, avec ça c'est comme j'articule, je formule comme ça pour commencer, pour aussi expliquer implicitement pourquoi les panélistes que je vais présenter dans les prochaines secondes sont invités à contribuer à cette discussion, qui sont d'un choix excellent. Donc, commençons en ordre alphabétique par Benoît Cléry, qui est non seulement conseiller en communication institutionnelle et en relations publiques au sein de la STM depuis 2002, mais il est aussi historien. Alors, on a notre expert des voitures de l'STM parmi nous. Historienne de formation et passionnée de transport collectif depuis son enfance, moi aussi d'ailleurs. Il a rédigé des centaines d'articles sur l'histoire du transport collectif à Montréal. Il a également écrit 2 livres sur le métro de Montréal et un autre sur les 100 ans des bus à Montréal. Alors, superbe. Nous avons aussi parmi nous Martin Drouin, professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. Il travaille sur des questions liées au patrimoine. C'est good. Ça, c'est fort pertinent. Ce qui soit les problématiques liées à la ça c'est un mot, je m'en fâche toujours, patrimonialisation ou la requalification dans une perspective à la fois historique et contemporaine. Il porte également un grand intérêt à l'engagement citoyen dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Il a entre autres publié l'ouvrage intitulé « Le combat pour le patrimoine de Montréal », 1973 jusqu'en 2003. Et récemment, il a participé à la publication des collectifs des couvents en héritage avec Luc Nopin et Thomas Couman, et ainsi que le livre « Les confins du patrimoine » avec Lucie K. Morissette et Michel Rothenberg. Alors, on a un expert en patrimoine, un expert en métro. Ça va bien. OK. Et notre troisième panéliste, c'est Scott McLeod, peintre, photographe, cinéaste chez McLeod 9 Production. Je présume que McLeod 9 est un jeu de mots avec Cloud9. Yes, je l'ai saisi. Ça aussi, je l'ai trouvé super. OK. Scott McLeod est né à Red Deer, en Alberta, au Canada, en 1965. Sa famille a déménagé du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à Montréal, en 1969. Donc, en fait, pendant les premiers 4 ans de ta vie, tu as vécu à des endroits, des lieux très divers à travers le pays. Bon. Et à Montréal, Scott a fait ses études en français et en anglais. Il a obtenu son diplôme d'études collégiales en beaux-arts au John Abbott College en 1984. Un baccalauréat spécialisé en gravure à l'Université Concordia en 2003 et une maîtrise en éducation artistique à l'Université Concordia en 2013. Il est membre de la Fondation Helen Wurlitzer au Nouveau-Mexique et cofondateur de la NDG Arts Week. Peintre et photographe acclamé par la critique, l'œuvre de McLeod a reflété des thèmes sociaux, politiques et historiques dans le but de promouvoir l'éducation et l'accessibilité à l'art et à la culture. Ces peintres et photographies se trouvent dans de nombreux musées ainsi que dans les collections corporatives et privées. C'est des scènes d'édifices importants du quartier Griffintown, ça c'est le quartier cible dans lequel le bâtiment, le lieu de diffusion est envisagé.
et de Montréal. Et le film Dans le Griffe ont été exposés au Centre d'histoire de Montréal entre septembre 2015 et août 2016. Il a remporté le prix d'excellence en histoire orale, qui est aussi évidemment une autre dimension de le patrimoine, très important et très élusif aussi, étant donné. Donc, il a reçu ce prix d'excellence pour le projet d'histoire de la vie et le documentaire Dans le Griffe, in Griffintown, au Centre d'histoire orale et de narration numérique, Université Concordia. Alors, on a une superbe équipe pour mener... Oh, pardon, non, je ne suis pas terminée. Pour présenter, en fait, le gentil monsieur qui m'a présenté, je vous dis quelques mots par rapport à Frédéric Morin-Bordelot, cofondateur avec son frère Étienne du MR63. OK, alors, après avoir vécu en Australie, au Japon et en Chine, où il a appris le japonais et le mandarin tout en cuisinant et en enseignant l'anglais, Fred a découvert le pouvoir de l'entrepreneuriat social pour le changement social. Fortement dévoué au changement positif d'impact, Fred travaille depuis 8 ans pour dynamiser les communautés afin qu'elles deviennent plus culturelles, inclusives, environnementales et respectueuses. On voit clairement comment les axes du labo conjuguent. Ça ligne avec ton background, c'est super. Avec son frère Étienne Morin-Bordelot, Fred a cofondé MR63, un organisme de bienfaisance qui réutilise les voitures patrimoniales, c'est ça? Vous pouvez me corriger? OK. J'ai appris aujourd'hui que ce n'est pas wagon, on devrait dire voiture, du métro de Montréal pour créer un bâtiment écologique emblématique et exemplaire dédié à la culture locale et aussi à la fierté locale, si je me permets d'ajouter. Fred est également copropriétaire de Art Bang Bang, une start-up qui crée des expositions tournantes dans les bureaux. En 2018 et 2019, il a géré la station éphémère et MR63 phase 1, 2 espaces publics temporaires qui ont servi de prototype à l'expérience du MR63. Alors, bon, vous comprenez, tous ces gens invisibles qu'on ne voit pas pourquoi nous avons une équipe superbe pour mener cette discussion. Donc, la question clé qui est au cœur de notre conversation aujourd'hui, c'est une question large. Comment contribuer à la conservation ou à la requalification des d'icônes montréalaises? Quand j'ai lu cette question, quelque chose m'a attiré l'attention. C'est le petit mot de 2 lettres, le « ou ». Et donc, pour lancer la conversation, j'aimerais proposer que la question clé semble offrir un choix entre la conservation, peut-être est-ce qu'on interprète ça comme une approche puriste, une manière de réhabiliter, réparer, mais de faire le moins de changements possible pour le garder dans son état muséal. Okay? La conservation des icônes montréalaises et le choix entre ça et la requalification, qui, à mon avis, mais je lance la balle pour... c'est une démarche qui suggère une nouvelle vocation, une nouvelle signification ou rôle culturel et sociétal, et par le biais de cette requalification, on peut imaginer que c'est transformé. L'objet physique est transformé. Alors, on est moins préoccupé par la priorité que ça reste exactement comme c'était dans le passé, et on l'adapte pour son existence à nouvelle vie et nouvelle vocation dans le présent. Est-ce que vous percevez qu'il faut choisir une possibilité entre les deux? Ou bien peut-être est-ce qu'on peut argumenter que la requalification rend possible la conservation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je dirais Martin. Voilà.
Merci. Ben oui, effectivement, ben merci premièrement de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là parmi vous. C'est évidemment un super sujet et qui me touche en tant que Montréalais, bien sûr, et parce que je suis aussi un résident de la ligne verte. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plus longtemps que les autres les MR 63. Et bon, trêve de plaisanterie. Je suis d'accord avec l'introduction faite par Aliki. Est-ce qu'il y a un choix à faire en conservation qui mettrait l'emphase sur l'idée de conserver un monument et de bien le restaurer puis de le mettre en valeur, ou d'y aller, comme tu le proposais, par une requalification qui implique, dans ta définition, un plus grand changement? Je dirais que pour moi, la requalification, elle laisse plus, elle permet des transformations, mais elle permet aussi une requalification plus monumentale si on désire le faire. Mais ce qui est important, je pense, dans la requalification, c'est d'aller au-delà de l'objet, puis de travailler aussi sur le sens, en fait, puis de lui redonner quelque chose. Parce que pendant longtemps, je pense qu'on a pensé que conserver ou même classer un objet permettait, là, ça fermait un chapitre, puis c'était là, c'était protégé. Alors qu'évidemment, l'expérience nous le dit que protéger, classer, ce n'est qu'une étape dans la vie, évidemment, d'un objet. Donc, dans ce contexte-là, l'idée de requalifier, ben, c'est l'idée de ne pas seulement travailler sur l'objet physique, mais aussi sur les qualités de l'objet physique et de ses résonances dans la collectivité. Parce que, évidemment, ce qui est au cœur du projet aujourd'hui de conservation du patrimoine, ben, c'est de conserver le sens, c'est de conserver la signification des bâtiments ou des sites, ou peu importe ce qu'on veut conserver, mais c'est de conserver ce sens-là, parce qu'on s'était aperçu qu'on avait conservé bien des bâtiments et on l'avait très bien fait, mais on avait perdu à un moment donné de sa mémoire, de sa résonance collective. Et c'est d'autant plus important, je dirais, dans le cas qui nous occupe, puisqu'il y a aussi l'idée de travailler sur des icônes. Ben, l'icône, elle dépasse justement sa simple matérialité pour aller avoir une résonance plus grande. Ben, il faut travailler sur ce caractère iconique, puis continuer à faire résonner ce sens-là. Et je pense qu'à travers un projet de requalification, ben, on peut justement jouer sur les deux tableaux, mais aussi et beaucoup travailler sur la question de la signification culturelle, du sens, de la mémoire de ces objets-là, et entre autres là, du MR 63. Je vais arrêter là, puis je vais laisser la place aux autres. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais c'est ça. C'est que je répondrai comme ça en introduction là, de ta question. Il y a d'autres réflexions sur comment est-ce qu'on requalifie quelque chose qui est tellement iconique, qui a, avec une seule vocation, un contexte particulier, matériel et tout ça? Si je peux me permettre, effectivement, le côté iconique de ces voitures de métro-là, pour les personnes qui ne seraient peut-être pas encore convaincues, vraiment, on parle de voitures qui incarnent la modernité des années 60. J'aimerais juste peut-être, parce que bon, la plupart des gens, en fait, sur ce panel et qui écoutent, sont nés ou étaient très jeunes en 66 lorsque le métro a ouvert. Donc, on a toujours pris pour acquis ce métro-là. Il a toujours existé pour nous. Mais replaçons-nous un peu dans la peau, la tête des gens qui étaient nés avant, qui ont connu les chevaux, les charrettes tirées par des chevaux. Je veux dire, mon grand-père était laitier, donc c'était un véhicule tiré par des chevaux là, qui, chaque matin, pour distribuer le lait. Donc, lors de l'ouverture du métro en 66, on m'a raconté que des gens qui pleuraient tellement ils étaient fiers, tellement ils étaient estomaqués ou éblouis de voir ces voitures bleues et blanches-là. C'était vraiment un moment extraordinaire pour beaucoup de gens.
des gens de tous les âges, mais aussi de tous les groupes francophones, anglophones, les riches, les pauvres. Tout le monde, dans le fond, là, a été marqué par l'arrivée du métro. Un métro aussi qui, bon, même s'il est à l'origine de, comment dire, la technologie est française, mais le design était bel et bien québécois. Ils ont été dessinés par une firme montréalaise, Jacques Guillon et Associés. Ils ont été fabriqués à Montréal, à la Canadian Vickers, sur la rue Notre-Dame, dans l'est de Montréal. Donc, puis elles sont bleues et blanches. Ça donne avec les couleurs du drapeau du Québec. En réalité, c'était plus un choix, là, je crois, pour le nettoyage. C'était une des couleurs qui se nettoyait bien, contrairement au rouge et le blanc que le maire drapeau aurait possiblement préféré. Mais tout ça pour dire que tout mis ensemble, c'est de voir ces flèches bleues et blanches circuler dans des stations qui étaient également de toute beauté, mais ça, évidemment, c'est un autre sujet. Ça a marqué l'imaginaire. Et oui, de voir ces voitures qui ont été retirées du service, évidemment, là, après de plusieurs décennies de bons et loyaux services, ce sont des icônes, hein, on ne peut pas le nier. Et effectivement, ça pose un défi, conservation, requalification. En fait, les deux sont possibles. Les deux ont été faits. Enfin, la STM, on a remis une voiture au musée Expo Rail à Saint-Constant. Donc, en termes de conservation, on est correct. On a gardé également un élément de 3 voitures que, bon, honnêtement, il est dans nos réserves. Est-ce qu'on va le ressortir un jour? On ne sait pas trop. Mais cela dit, il y a des projets de requalification et effectivement, le projet éphémère qu'on a déjà pu voir montre effectivement que ça ouvre, si on veut, le contexte dans lequel évoluait le métro, qui est un contexte fermé. D'autant plus que c'est un métro entièrement souterrain, qui est relativement rare dans le monde. Donc, on avait un métro souterrain, des voitures d'ailleurs qui n'avaient pas été conçues pour aller à l'extérieur. Et justement, là, on sort du métro, on sort de l'extérieur et effectivement, ce projet de requalification est extrêmement intéressant et ouvre plein de fenêtres, plein d'opportunités. Scott, est-ce que... Oh oui, Fred? Vas-y. Non, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Benoît. On a tous connu le métro, on est né après l'ouverture. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que là, avec les Azur et comme dirait ma fille, les Azur, bientôt, il y a une nouvelle génération qui n'auront pas connu, il y en a plein qui n'auront pas connu les MR63, puis là, les MR73 quittent bientôt, petit à petit en tout cas. Donc là, nous, on les a connus, on a pris les MR63, on les connaît, mais bientôt, il y aura une nouvelle génération, si ce n'est pas déjà fait, qui ne connaîtront pas ces espaces-là. Donc là, il y a aussi tout ce défi-là. Je pense qu'au-delà de leur importance significative, là, indéniable, historique, étant les premiers wagons, l'ouverture à la modernité, tout le lien avec l'Expo 67, il y a plus largement le concept du métro qui est, je pense, extrêmement forte pour tout le monde. Quand on pense à Montréal, les gens de ma génération, on pense au wagon de métro, on pense au métro, c'est notre transport quotidien. C'était notre transport quotidien là, avant la COVID. C'est 1 million de personnes par jour, si je ne me trompe pas, Benoît, là, qui l'empruntaient tous les jours. Donc, c'est énormément beaucoup de gens pour qui ces wagons-là ont fait partie de leur quotidien. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi il y a un attachement aussi fort à ces wagons-là. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une des rares choses avec se brosser les dents qu'on faisait tous les jours et prendre une douche. Donc c'est normal qu'on veuille que leur futur soit requalifié, non pas conservé. Moi aussi, j'apprends des choses aujourd'hui, d'une manière intelligente qui va honorer leur sens. Puis c'est la question qu'on s'est posée beaucoup, nous, c'est quoi le sens? S'ils sont une icône de Montréal, du quotidien, de l'identité un peu montréalaise, qu'est-ce que c'est l'identité montréalaise? Puis c'est un peu à travers, disons, c'est à travers ce lien-là qu'on a décidé de parler de la culture et puis éventuellement
du patrimoine, de l'inclusion et de l'environnement. Pour nous, c'est l'identité montréalaise. Et Donc, on a... et une appartenance à tout le monde, de tous les backgrounds culturels, de tout. Oui, c'est ça qui donne un peu sa force aussi, quand un agent regroupeur. Je me permets d'inventer quand les mots mais tu sais que c'est comme un aimant qui attire les gens très différents qui peut-être ne se fréquenteront pas dans d'autres contextes. C'est quelque chose qui invite, accueille. Une des choses que j'adore de la forme figurative du wagon, c'est cette espèce d'aspect démocratique. Tout le monde peut le prendre. Tout le monde le prend. Benoît en a parlé un peu. Il y avait des riches, des pauvres, il y avait des gens de tous les quartiers. Les gens pleuraient quand il est arrivé. Et les gens ne pleurent plus quand ils le prennent, mais il y a encore cet aspect démocratique. Quand on le borde, on le voit. Je veux dire, il n'y a pas de place plus diverse que dans nos wagons. Ben, sous terre. Dans nos wagons, ça va être aussi le cas, mais pas encore. Ça, Audrey m'a aidé à trouver le mot que je cherchais qui était rassembleur. C'est un genre rassembleur. C'est ça. Oui, maintenant, les gens pleurent quand ils est en panne plutôt. Mais enfin, c'est un jeu de mots. Mais effectivement, je ne veux pas non plus monopoliser. Là, pas tout le monde a eu la chance de s'exprimer, mais on parle aussi là, de requalification, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe quelle façon. Je voulais juste peut-être préciser. Lorsque la STM, justement, a retiré, là, a décidé de retirer ses voitures de métro MR63, évidemment, on savait que c'était une grande étape et on savait là, qu'il y aurait des projets, justement, de conservation et de qualification. Mais on s'était donné à l'époque, justement, là, certaines limites et on ne voulait pas, justement, certains projets, comme par exemple, je m'excuse l'expression, mais des stands de patates frites. On a décidé que nous, il n'y en aurait pas. C'est peut-être discutable. Peut-être qu'on pourrait dire, ben là, si on a un réseau de métro qui est ouvert à tout le monde, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire n'importe quoi avec les voitures? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait aussi la raison qu'on ne voulait pas que les voitures restent à l'extérieur parce que c'est du métal, c'est de l'acier noir, entre guillemets. Ce n'est pas un acier qui est fait là, pour rester à l'extérieur, donc il y aurait de la rouille, ça ne durerait pas longtemps. Donc, ça faisait partie de nos considérations, mais aussi le fait qu'on voulait garder qu'il y ait un certain respect pour ces voitures-là, qui, veut pas, là, leur tâche au quotidien est une tâche très noble. Ça permet aux gens d'aller travailler, d'aller étudier, bon, d'aller faire toutes sortes de choses, mais quand même, c'est une tâche noble à la base et on voulait justement que les projets de conservation, de qualification aient quand même un certain sens. Et justement, l'idée de relier ça à la recherche, de relier ça à la culture, ben, c'est certain là, que c'est une chose. Ce sont des voies extrêmement intéressantes là, pour nous, en tout cas la STM, là, de voir ça. C'est certain qu'on ne peut qu'être d'accord avec ça. Scott, je suis intéressée d'entendre si dans tes recherches sur le Griffintown et tes entretiens avec les habitants du quartier, si quelqu'un a mentionné que le métro était fort présent dans leur imagination ou que c'était marquant ou... Je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de l'histoire orale? Absolument. Sur le territoire de Griffintown en particulier, c'était sur une famille québécoise, la famille Mercier. Et on a tombé un peu sur le sujet. Il n'est pas dans le film, par exemple, mais je sais, Lise et Claude, ils disaient quand les métros sont venus, quand vous étiez dans des quartiers ouvriers, pauvres, ça leur donnait l'opportunité, l'occasion d'aller plus loin que leur quartier, en fait. Alors, tout d'un coup, vous avez accessibilité à d'autres parties de la ville de Montréal. Alors, c'est comme comment ils vivent cette gang de gens dans l'autre quartier. Alors, ils ont enfin eu l'occasion de le faire. Une autre réflexion que j'ai eue, souvent quand j'accueillais des gens de l'étranger à Montréal, souvent ils disent nous avons hâte à aller sur le souterrain, sur les métros. Apparemment, vous avez un village souterrain parce que c'était tout connecté à les marchés, à les magasins. Et alors, je dis, oui, c'est comme une vie intérieure, si on peut dire, parce qu'on peut magasiner quand il fait froid, quand il y a beaucoup de neige et la tempête. Et même les aînés, par exemple, sont dans un grand édifice, comme les Mercier d'un coup. Alors, il n'y avait pas besoin de mettre les bottes et le manteau pour descendre, pour magasiner. Et
montaient les escaliers ou l'ascenseur pour rentrer chez eux, mais ils n'ont jamais sorti à l'extérieur. Alors, c'est des petites réflexions qui viennent de nos recherches qu'on a faites avec eux, reliées à... Je n'avais pas réfléchi que, bien sûr, pour les gens avant les années 60 qui se promenaient avec des chariots et des choses, c'est surtout leur expérience du Montréal était leur quartier. Absolument. Et alors, le métro, en tant que réseau, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis maintenant, c'est numérique. On oublie que le terme réseau a commencé par quelque chose de très concret, physique, infrastructurel. Ce n'est pas numérique au départ. Et donc, ça permet d'explorer d'autres univers, en fait, qu'on peut réincorporer, et avec aussi cette mention de la vie souterraine. La vie souterraine, il y a déjà une connexion entre la voiture du métro qui côtoie des commerces, des restos, des artisans, des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose de très... il y a un potentiel latent là qu'il faut récupérer. Je prends note que dans le chat, ma chère collègue Imen Benjamia nous a offert une autre réflexion sur cet aspect rassembleur et appartenance. Elle dit: en plus des nouvelles générations, la réqualification de ces icônes permettront de faire connaître un élément de l'histoire aux nouveaux immigrants, qui sont aussi des grands usagers des transports publics montréalais. Ça aussi, donc c'est une inclusivité que les gens montréalais, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas un groupe, c'est en croissance perpétuelle. OK, ça, tout ça, je trouve ça très intéressant. Moi, je perçois, je vous invite à me challenger, élargir mes propres horizons, mais je perçois deux formes de tension interconnectées. Donc, dans un premier temps, on a une tension, et moi, j'utilise tension dans le sens que c'est fort productif. La créativité a besoin des contraintes, toujours. Tension, ce n'est pas un problème, OK? C'est quelque chose qui donne un peu de spark, un peu de dynamisme. Donc, ça mérite la réflexion, je crois. Donc, une tension entre le mouvement, la circulation de ces voitures dans le bon vieux temps. Donc, et par ça, je veux identifier le mouvement de ces voitures dans le passé et aussi l'image du mouvement, le vibe du mouvement qui dégage toujours. Parce que juste en regardant une voiture de métro, même placée dans un champ quelque part, on est transporté, on imagine le déplacement. Donc, il y a de ce côté-là le mouvement. Et en tension productive, avec le fait que ces objets patrimoniaux seront figés sur place, pour toujours, dans un bâtiment. Okay? Donc, il y a fixe et en mouvement. Ça, c'est une des tensions. Okay? Et pour placer tous mes pions sur la table, je dirais qu'une autre forme de tension qui est reliée à ça, peut-être moins directement, c'est la tension encore productive entre le dynamisme et la nouveauté des installations éphémères, que j'imagine pour le grand public qui n'est pas du tout impliqué dans tout le travail énorme qui implique un tel projet, vous perçoit ça comme quelque chose de spontané, de génial, de facile, de wow. Okay? Donc, c'est l'éphéméralité qui est en tension productive avec l'institutionnalisation. Ça, c'est un autre mot que je m'enfarge sur laquelle toujours. Institutionalisation de cette énergie dans un lieu de diffusion permanente. Donc, dans les deux sens, on parle de quelque chose, de la fixité et le mouvement, mais de deux façons. Est-ce que ça inspire des réflexions? Oui, OK, Fred. Mon frère dit souvent que le métro nous a fait voyager à travers Montréal
et qu'on veut continuer cette mission-là de faire voyager à travers Montréal avec le nouveau bâtiment MR63. Donc ça, c'est depuis le départ, là, depuis 8 ans, là, quand on a eu cette idée-là, ça faisait partie là, des réflexions. Le fait que le métro ne bouge pas ne veut pas dire qu'on ne peut plus transporter les gens. Ça, c'est un peu l'idée. Et dans l'idée d'institutionnalisation, ce qui est intéressant avec un espace permanent, c'est qu'on n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'on s'ancre dans le territoire qu'on est obligé d'avoir une programmation statique. Donc, de se dire qu'on veut pérenniser notre mission, mais que l'effervescence fait partie de notre quotidien, c'est un peu quelque chose aussi qui était dans la réflexion dès le départ. On dit souvent que notre routine, c'est qu'on n'ait pas de routine. Donc, ce côté-là de transporter les gens de manière perpétuelle, toujours à des nouveaux endroits, c'est une des raisons pourquoi on veut que notre programmation change à chaque trimestre ou de manière récurrente. On veut que notre menu change avec notre programmation. L'idée, c'est que, par exemple, on a le thème de la saison, ça soit l'amour, février, par exemple. Et toute notre programmation, notre menu, nos designers, toutes les personnes qui viennent travailler chez nous sont autour de ce thème-là. Donc, on va transporter les gens toujours à travers des nouveaux trucs. Évidemment, tout le temps, 100% local, autant le menu que la programmation. Donc, on veut toujours mettre de l'avant des talents d'ici. Donc, ça, c'est vraiment la volonté d'MR63. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. C'est vrai qu'il y avait d'autres aussi. Il y avait le tramway, il y avait les autobus aussi qui nous permettaient de voyager dans Montréal. Mais avec le métro, c'est pas la même chose parce qu'on descend sous terre. Donc, c'est un autre monde, un autre langage. Et là, c'est quand on ressort que là, pouf, le quartier nous apparaît. Et c'est comme, par exemple, la sortie parisienne dans l'entourage Guimard, la station Square Victoria ou ACI. Pendant un instant, on se croit à Paris. C'est normal parce que c'est un entourage. Donc, c'est comme je dirais pas une confusion, mais nos sens sont comme un petit peu mélangés. Fait que, effectivement, c'était peut-être pour faire une précision par rapport, parce que oui, il y avait d'autres moyens de se transporter à Montréal. Là, mais je crois qu'on nous pose la question aussi concernant l'Expo 67. Il faut comprendre que le métro n'a pas été construit pour l'Expo. Le métro était déjà en chantier lorsqu'on a appris qu'elle allait avoir l'Expo. C'est seulement la ligne jaune qui a été ajoutée, mais seulement, c'est quand même toute une ligne. Donc, la ligne jaune a été ajoutée pour l'Expo. Cela dit, donc le métro ouvert en 66, il y a eu l'Expo. L'Expo a été un succès incroyable. Puis pour aller à l'Expo, il y avait seulement 2 façons. Il y avait le métro ou l'Expo Express, qui est un train léger qui partait là, de la jetée Mécaille, enfin bref, où il y a maintenant l'avenue Pierre-Dupuis. Donc, tout ça pour dire que oui, l'Expo 67 a certainement contribué à la popularité du métro, d'autant plus qu'il y a beaucoup de visiteurs de l'étranger, des États-Unis. Et ils ont vu le métro, ils ont vu ses trains sur pneus, ils ont vu les stations. Donc, oui, là, ça a certainement aidé à populariser le métro, qui d'ailleurs, au départ, tous les autres métros dans le monde, tous les gens sont venus visiter le métro de Montréal parce que vraiment, c'était un métro innovateur à plusieurs chapitres. Peut-être un autre point aussi que je voulais apporter, c'est encore une fois, sans vouloir monopoliser, c'est que le client, en fait, dans sa vie normale, le métro, la clientèle n'en voit seulement qu'une face, seulement une partie, la partie haute. La partie basse, on ne la voit jamais. On peut l'apercevoir, évidemment, lorsqu'on attend le train et qu'on voit le train en face, mais c'est un aspect, un côté, comme la face cachée, qu'on ne la voit jamais. Donc, c'est seulement dans des situations, justement, de conservation et également de requalification que, justement, on peut voir que, gadon, il y a des bogies, il y a des roues, il y a des pneus, puis c'est grand, c'est très gros, une voiture de métro, c'est beaucoup plus haut qu'on pense. Donc, ça aussi, c'est très intéressant, justement, dans les projets de requalification, de voir la vraie stature, les vraies dimensions de ces objets de design montréalais et québécois. Merci, parce que Benoît, tu as répondu à la question de Louise. Est-ce que l'Expo 67 a contribué à rendre le métro populaire? Super, ça c'est... OK. Oui, et donc, en fait, le fait que les voitures de métro seront figées sur place, OK? Le fait qu'on voit dans les rendus
qui seront suspendus dans les airs, on passe en dessous et tout ça. Ça veut dire qu'on a une expérience plus holistique de tout l'objet. Dans tout son... Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Ça, c'est fort intéressant. Puis, ben, le mouvement, je peux peut-être dire, il va être effectivement, il est statique, mais en même temps, c'est le mouvement des personnes là, qui est important. On vient de le dire, là, on prend le métro, puis on s'en va ailleurs, à une autre station ailleurs dans Montréal. Ben, c'est l'idée qu'on est toujours en mouvement dans le métro. D'ailleurs, on reste debout, on s'assoit, on bouge. Il y a vraiment une dynamique là, qui est là. Donc ça, cette dynamique-là, elle peut rester aussi, elle peut être imagée, puis je pense que c'est un peu ce que par un lieu de diffusion, un lieu de rencontre, un lieu d'appropriation, ben, il y a du mouvement de population qui restera en place, là. Donc, c'est pas comme si on faisait ça, puis on faisait, je sais pas, un théâtre, tout le monde s'assoyait, puis regardait, ça devenait une espèce d'agora pour regarder, alors que là, dans le projet, on est encore en mouvement. Donc, peut-être là, ta fixité, effectivement, il y a une fixité, mais qui est compensée par une présence de mouvement à travers, ben là, on a vu quelques planches, quelques rendus, là, mais est-ce qu'il y aura encore cette idée de mouvement qui est peut-être au sens métaphorique, là, mais qui va être là? Voilà. Oui. Je peux répondre rapidement pour ça. Une des choses qui était vraiment... Moi, j'avais beaucoup de plaisir à faire quand on était à la station éphémère ou à la phase 1, c'était de passer à travers le wagon. Donc, comme on a dans le fond, les wagons vont être encastrés dans le sol, là, ils vont vraiment être au niveau de la porte. Donc, on passe vraiment... Le wagon il est là, puis on passe vraiment à travers. Puis, on n'a plus jamais la chance de faire ça parce que le métro s'arrête toujours sur un quai, puis il repart, mais on n'a jamais la chance d'aller sur l'autre quai. Fait que ça, c'est un petit plaisir de la vie de rien du tout. Mais ça change tout. Et ça permet de voir vraiment, c'est ça, ce côté 360. Puis on n'en a pas encore mis un dans les airs, là, parce que logistiquement, c'est un peu compliqué. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que j'ai à Polytechnique pour voir de quoi ça a l'air. En fait, il y a une question dans le Q&A par commentaire par Théo Chauviré. Je le lis. Pour faire, sauf... oui, OK, pardon. Non. Sauf si vous avez toujours la possibilité si j'ai bien compris les directives, d'enlever la sourdine, d'allumer votre micro et de poser la question par vous-même. Sinon, on peut... Je peux donner la parole à Théo s'il le souhaite. Okay. Théo, est-ce que... Oui, vas-y. Je vais ouvrir le micro juste dans une petite seconde. Voilà, le micro est ouvert si vous voulez poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, je trouvais ça vraiment fascinant, le propos par rapport au mouvement du métro. Puis, comme disait Benoît Clairoux, ce qui est étrange avec le métro, c'est qu'on se rend compte finalement du mouvement et de la distance parcourue une fois rendu à destination ou entre chaque station. Fait qu'on a vraiment cette façon de voyager qui est très rythmique, où c'est station, tunnel, etc. Donc, moi, je me posais la question s'il y avait possibilité de traduire ce mouvement, cette rythmique, par l'architecture elle-même du bâtiment et l'agencement des espaces. Puis, est-ce que finalement, le métro pourrait être un connecteur entre ces espaces? Donc, justement, ce serait un vecteur de transit d'un espace vers un autre. Est-ce que c'est une piste qui serait évoquée? Puis, ça fait aussi écho à un concept qu'on a vu lors de mes études en design de l'environnement à l'UQAM. C'était le concept de promenade architecturale, où finalement, l'architecture est organisée de manière à ce qu'on, nous, les utilisateurs, on se déplace et on explore l'architecture. Donc, c'était une réflexion que j'avais par rapport au mouvement. C'est fort pertinent. Merci. Je peux peut-être prendre la balle au bon pour cette question. C'est très intéressant que tu mentionnes
ces concepts de promenade architecturale parce que justement, c'est un peu l'intention qu'on avait en faisant un peu cet enchevêtrement de wagons. C'est que justement, ça ne soit pas facile, on n'ait pas facilement la possibilité de se déplacer comme dans une pièce ergonomique qui est faite de manière à aller du point A rapidement au point B. Le but, c'est justement de pouvoir créer un genre de dédale où est-ce qu'on se perd, parce qu'en se perdant, en ayant plusieurs recoins dans une architecture, ça nous permet d'avoir plusieurs espaces à explorer. Et donc, on trouve de la distance. On a une impression de plus grand espace parce qu'on est tout le temps en train de tourner un coin, d'explorer, et d'être dans un nouvel espace. On va se servir en effet des wagons. Par exemple, dans l'espace principal, c'est une salle carrée, mais le wagon est au centre et sépare les deux espaces. Donc, on a un espace plus cloîtré où est-ce qu'il y a des wagons par-dessus, puis un espace plus ouvert en format mezzanine qu'on voit souvent, en fait, qu'on voit dans les rendus, là, de manière floue, mais qu'on voit dans les rendus. Donc, c'est intéressant que tu mentionnes tous ces concepts parce que c'est des choses à laquelle on a pensé puis qu'intuitivement, on a décidé de mettre de l'avant. Moi, en fait, je me rappelle parce que j'ai fait le survol de toutes les vidéos, toutes les informations en ligne pour être bien informée. Et j'étais touchée, premièrement, par le fait que ces deux frères qui collaborent ensemble comme ça, je trouve ça très touchant. Mais aussi l'énoncé souvent offerte ou articulé par les membres de l'équipe de MR63 que c'est un projet par et pour les Montréalais. Okay? Donc, gardant ça en tête et réfléchissant sur, Fred, je pense que c'était toi qui a parlé que le but en mouvement littéral ou figé sur place, c'est de faire voyager à travers le monde, faciliter le voyagement de cette façon qui veut dire aussi c'est faire voyager l'imagination. Okay? Nos corps peut-être sur place, mais en fait, ça nous fait rêver, ça nous fait imaginer dans le passé, dans le futur, dans notre présent, ça éveille nos perceptions. Et là, donc, entre l'imagination et la mémoire collective et le par et pour des Montréalais, donc cet aspect, ça m'amène à aborder la dimension de l'appartenance. Okay? Parce que pour vous, c'est très important de vous inscrire dans le quartier de Griffintown de façon que les habitants de ce quartier ne le trouvent pas étrange. C'est qu'il y a un sentiment d'appartenance, un bon voisinage, pas de gentrification conventionnelle. Donc, pour moi, encore, je mets ça sur la table pour stimuler la discussion. C'est pas du tout je prétends pas que je fais un tour complet du sujet, mais l'appartenance me fait penser à l'inclusivité, la diversité, l'accessibilité de toutes les façons, toutes les dimensions de ce terme. Mais je me demande si au-delà d'offrir des gens des expériences changeantes à travers une programmation qui change plusieurs fois par année, où ils dégustent, ils s'amusent, ils consomment, donc c'est enrichissant, mais au fond, ils reçoivent. Okay? Je me demande si une piste productive pour comment mener une telle programmation impliquera aussi de créer d'imaginer la création des opportunités où les gens peuvent contribuer. Et je parle au-delà des artisans ou des microbrasseurs ou d'autres qui fournissent la bouffe et le boisson et tout ça. C'est comme, est-ce qu'il y a une façon d'offrir des opportunités, surtout aux jeunes, pour contribuer leur propre leadership provenant de leur propre discipline, leur expertise et leur créativité. Parce que comme ça devient encore plus par et pour. C'est un cercle plus élargi. Donc, titre de brainstorm assez, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais imaginons qu'il y a un appel
pour des stages lancés surtout tous les programmes universitaires et aussi cégep pour les programmes de l'éducation de la petite c'est quoi le terme? Early Childhood Education, l'éducation de la petite enfance. Okay? Et là, ces jeunes-là sont invités à votre centre et ils sont encadrés, bien sûr, mais ils savent que le but, c'est de mener des workshops avec des jeunes du quartier, des jeunes entre 5 et 8 ans, mettons. Et que les enfants, parce que les enfants, cet âge-là aussi, sont tellement pleins de créativité et ils ne sont pas encore conditionnés de dire « Oh, mais ça, c'est une idée ridicule ». Ils vont dire n'importe quoi. « Oui, avec ce wagon, j'imagine voyager sur la Lune. » OK? De raconter des histoires où est-ce qu'ils peuvent imaginer voyager avec ces voitures. Okay? Donc, il y a un workshop. Et aussi, on invite des écrivains montréalaises, anglophones et francophones, pour, en fait, collaborer avec les enfants en formuler un tel récit. Et on invite aussi des étudiants en design et art graphique et whatever pour illustrer chaque petit conte. Alors, ça devient un ouvrage, peut-être avec une préface écrite par un historien qui connaît beaucoup sur l'histoire du métro, mais ça devient un recueil d'histoires. Et j'adore le fait qu'en français, histoire englobe history, le passé, et aussi la fiction, les histoires inventées. En anglais, on a divisé entre history et story, qui est tellement plate. Mais les histoires largement conçues, et qu'avec un partenariat avec une maison d'édition locale, avec des commanditaires qui comprennent très bien qui sont à cœur l'idée que ceux qui ont lu petit liront grand. Et que cette publication sera offerte une copie à chaque foyer dans le quartier de Griffintown et aussi aux bibliothèques municipales et aussi dans chaque école primaire. Et ça devient un patrimoine qui met ensemble l'histoire orale, les talents de tous les gens. Et en plus, ça offre une ligne sur les CV de tous les gens donc ça fait rayonner leurs écoles. Donc, les bienfaits d'une telle démarche qui fait rayonner votre labo, votre lieu de diffusion, mais aussi ça mène les gens ensemble. Il me semble que, je ne sais pas si c'est flyé comme idée, mais est-ce que quand vous avez envisagé la programmation, c'était un changement de menu? Ou est-ce que c'était vraiment des activités qui pouvaient impliquer la communauté directement? En fait, on va t'engager comme curator. Quand je parlais d'effervescence tantôt, c'est exactement ce genre d'effervescence à laquelle je pensais. Tu as parfaitement résumé le pouvoir de mixer des disciplines, mixer des pratiques qui n'ont pas normalement la chance de se croiser. Une des raisons pourquoi on veut toucher les 4 piliers du développement durable, puis qu'on va dans des choses aussi, disons, non traditionnellement ensemble que le patrimoine, l'inclusion, le développement durable écologique, puis la culture, c'est justement pour qu'il y ait des croisements comme ça qui se fassent, qu'il y ait des activités, il y ait des nouvelles réflexions qui émergent, qu'on soit capable d'arriver à des excellentes idées comme ce que tu viens de proposer. À titre d'exemple, nous, on avait une équipe qui avait ces valeurs-là tatouées sur le cœur. Fait que quand des gens venaient chez nous, proposaient, par exemple, une commandite pour des autos, ben, ils se faisaient montrer la porte tout de suite parce que les autos, c'est pas du tout dans notre éthos. Par contre, quand il y avait quelqu'un qui venait et disait « Moi, je veux organiser un festival latin parce que ça fait des années que moi et ma communauté latine, on veut faire quelque chose. Ça dans 3 semaines, vous avez un lieu, est-ce que je peux l'utiliser? » Mais 3 semaines plus tard, il y avait 3000 personnes qui faisaient un festival latin. Quand quelqu'un est arrivé et qu'elle avait fait un événement vegan avec 300 personnes, puis qu'elle a voulu faire quelque chose, elle a fait un week-end où il y avait un cochon
pour un festival vegan, puis toute notre offre était rendue vegan, sauf les popsicles. Donc, c'était d'avoir un lieu comme ça, comme la station éphémère, comme la phase 1, qui a des valeurs fortes, puis qui attire l'attention, qui permet aux gens de venir se l'approprier. Ça permet aussi de créer des histoires ou des activités ou des opportunités ou des histoires, c'est bien, comme celle que tu mentionnes. Et c'est quelque chose qui est très, très, disons, important pour nous, qui l'a été dans nos places éphémères, puis qui peut se pérenniser là, à terme. Ça me rassure. Scott, est-ce que... Ouais, non, je trouve ça fort intéressant. Un deuxième projet qu'on a organisé pour Griffintown, c'était, on a choisi 21 lieux architecture, des bâtisses avec un patrimoine importance comme le ancien usine Launay, le brasserie Dow, le site de Mary Gallagher, l'écrasement du fameux Liberator en 1944. Et je voyais, on a engagé un monsieur, Mathieu Barlow, qui a fait son doctorat sur les Irlandais dans le quartier. Il a écrit un fabuleux livre sur le sujet. Et j'ai proposé cette idée. J'ai dit, Mathieu, ça tente-tu on a choisi 21 lieux. Est-ce que tu peux nous donner un conte, un récit, quelque chose relié aux bâtisses dans l'architecture, intérieure ou extérieure? Puis il dit, pas de problème, parce que son cerveau était vraiment dans son doctorat. Alors, il y avait tellement de contes, de choses fascinantes qu'on ne trouve pas dans les archives souvent. Et par exemple, le premier édifice sur la tournée, le fameux, il était rénové, le fameux Baron Sports, c'était au coin... L'édifice Rodier. Rodier, merci beaucoup. J'ai pas pris mon café aujourd'hui. Alors, je ne savais pas, mais il y avait un bannière, les Irlandais qui jouaient à la crosse. Ils ont joué à Boston, ils ont gagné, ils ont ramené la bannière, ils l'ont mis dans la fenêtre. Alors, il y avait une certaine fierté et tout ça. Et je trouve, c'est des tournées qu'on donne en ligne avec notre tournée, le Tour de Griffintown, mais aussi, je le fais à pied avec tous les différents groupes, des jeunes, des étudiants d'architecture, tous les âges. Mais je trouve fascinant cette idée de faire un genre de projet artistique avec des jeunes qui peut mettre en valeur des édifices, le MR 63, peu importe. Quel labo, un peu dans le contexte de votre projet, Frédéric. Justement, maintenant, je fais un projet avec Learn Québec. Et pendant la pandémie, ils ont cherché 2 illustrateurs, des gens qui travaillent en cinéma. Et j'étais invité à travailler avec des étudiants puis des gens aînés. Alors, il y avait l'occasion d'interviewer leurs grands-parents ou quelqu'un dans la communauté pour avoir un peu l'histoire de vie. Et ils ont mis ça en bande dessinée ou un zine ou un petit court-métrage de 2-4 minutes. Et c'était formidable. Souvent, les histoires étaient Expo 67, c'était le stade olympique ou plein de fascinantes histoires. Mais comme les jeunes sont impliqués dans de notre patrimoine comme ça, ou comme Mathieu a fait avec mon équipe de cinéma, et on a mis ça en ligne, qu'est-ce qui était fort intéressant, c'est la réponse de le public, le grand public. On a mis ça gratuitement en ligne et on avait souvent un vieille madame ou monsieur, écoute, monsieur McLeod, les histoires, les contes de monsieur Barlow, ça me touche profondément, ça réchauffe le cœur. Nous sommes tellement contents que ces histoires sont gardées quelque part, qu'on peut revisiter et on peut partager. Alors, moi, je vois le projet de Frédéric, ce MR63, les voitures, c'est une importance de faire ces grandes réflexions et d'engager toutes les générations de s'impliquer et de faire leur propre histoire, leur petite vignette, le cahier qui peut-être vont donner à leurs enfants. Ou, voilà. Alors, je trouve, en anglais, on dit c'est le commons. C'est un lieu où tout le monde, tous les âges, un peu comme le système de métro, tous les âges, dans tous les contextes, les gens peuvent prendre le métro. Alors, si on a un lieu comme vous proposez,
d'inviter tout le grand public, je pense que ça peut aller très, très loin, puis avoir des impacts à long terme. Alors, Générationnel et aussi multiculturel. oui, voilà. Alors, c'est mon mot. Martin? Et j'ajouterais, je pense que pour l'appartenance, c'est l'appropriation qui est le maître mot de tout ça, en fait. Parce que pour créer de l'appartenance, il faut créer de l'appropriation, en fait. Et souvent, c'est peut-être la distinction, on vient au début en conserver un monument qui est beau, qu'on regarde, et un autre objet qu'on va s'approprier. Et, pourquoi le Mont-Royal, par exemple, est l'objet iconique des Montréalais? Parce que les Montréalais peuvent s'approprier cette montagne-là de toutes sortes de façons, par le jogging, par les pique-niques, par toutes sortes, vous les connaissez bien sûr. Donc, pourquoi cette icône est si forte? Parce qu'on s'est l'est approprié justement en tant que Montréalais. Donc il y a cette idée-là aussi je pense que si on veut continuer et préserver ce caractère iconique et que votre lieu devienne peut-être même un de ces lieux incontournables, ben, il faut justement permettre de toutes sortes de façons à une appropriation, puis une appropriation à la fois pour créer quelque chose de neuf, de nouveau, mais aussi, puisqu'on parle aussi du patrimoine, ben, d'avoir un lien avec cette histoire-là de la modernité à Montréal, les années 60, ce grand projet sur lequel on bénéficie tous aujourd'hui, là, ce fabuleux métro. Là. Ben, je vais faire du pouce là-dessus. On a un double défi cependant, Martin. On s'inscrit dans un lieu qui a 400 ans d'histoire post-coloniale, ben, coloniale, puis des milliers d'années d'histoire précoloniale. Donc, on a un objet de patrimoine qui a 60 ans sur un lieu qui a 400 ans colonial, sur un lieu qui a 2000 ans et plus d'histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait invité Scott, parce que dans le fond, pour nous, Scott représente justement le côté patrimonial au-delà du bâtiment. Et pour nous, c'est important de noter les deux. Les deux s'inscrivent l'un dans l'autre. Je veux dire, le métro fait partie de l'histoire de Montréal, Montréal fait partie de l'histoire de l'Amérique du Nord, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on honore l'histoire invisible avec des objets aussi visibles et aussi, justement, iconiques, aussi prenants que les wagons de métro. Ça, c'est une des questions qu'on se pose. On a pensé à un wagon dédié uniquement à l'histoire de Griffintown. On a pensé à mettre les œuvres de Scott dans une des expos. Scott, il veut. Scott, d'accord. Donc, on a pensé à engraver même peut-être des personnages célèbres de l'époque industrielle dans le parc. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, des petits touchs qu'on pense pour honorer l'histoire du coin. Mais on y réfléchit encore. Et moi, est-ce que oui? Puis, n'oublions pas aussi la fascination des trains. On en a parlé tout à l'heure. En fait, on a des train spotters ici parmi nous. Mais pour les enfants, les trains, ça restera toujours quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, là, on parle de gros trains, les voitures de métro. Ce ne sont pas des trains miniatures, mais même moi, j'ai un chandail Still Plays with Trains, là, qui, dans le fond, veut dire que je travaille dans le ferroviaire, mais dans le fond, je suis resté un enfant. Et bien, malheureusement, parfois, là, je dois regarder le métro avec des yeux d'adulte, mais j'essaie de garder également ces yeux d'enfant-là. Et oui, les rares fois que j'ai pu parler à des écoles, dans des écoles, à des classes, souvent, les enfants nous disent des choses, dans le fond, qui sont plus intelligentes ou qui sont vraiment très claires et que parfois les adultes ne se rendent pas compte. Donc, oui, ce côté de l'enfance, ce côté justement de regarder ça avec des yeux d'enfant, mais surtout comme vous l'avez dit, si un enfant pense que la voiture de métro va l'amener sur la Lune, pourquoi pas? Je veux dire, ça devrait effectivement rester là, derrière justement cette idée là, de laboratoire, de recherche, de création, de côté artistique, là, de ne pas se limiter de ce côté-là, effectivement. Mais ça, si je me permets, parce que peut-être que je suis coupable de trop aimer mon idée, mais mettons, au début, quand j'ai commencé à parler, c'était inviter les étudiants, les enfants d'imaginer où ils peuvent voyager dans un tel wagon. Ils ont déjà une
l'expérience du métro d'aujourd'hui. Et ça, c'est un modèle antique pour eux. Mais en même temps, peut-être ce serait intéressant d'inviter des gens qui viennent d'arriver ou qui ont arrivé récemment, de réfléchir sur leur immigration, sur et de leur aider à cultiver leur propre sentiment d'appartenance à la ville de Montréal en parlant de raconter une conte, évidemment pas basée sur la vérité puriste, mais comment ils se trouvent ici, comment ils ont voyagé d'ici, en peut-être mettant en valeur les voitures de métro comme le véhicule imaginé pour ce trajet important et formatrice. Et dans sur cette même piste, peut-être, j'imagine, je ne sais pas, en fait, je ne suis pas au courant, Scott peut-être était notre expert en résidence de le profil démographique du Griffintown, mais j'imagine que ça a beaucoup changé. Donc, est-ce qu'il y a des cultures représentées? Ben, moi, j'imagine peut-être une programmation de nourriture, de dégustation. Peut-être est-ce que c'est la cuisine haïtienne, vietnamienne, irlandaise, tout ensemble. Et donc, ça aussi, ça inspire une appréciation transculturelle et ça cultive aussi un sentiment qu'on a tous notre place ici. On est tous les bienvenus. Donc ça, c'est... C'est peut-être aussi le thème du voyage, en fait. Le voyage qui nous permet, on le disait, le métro nous permet de nous déplacer dans Montréal, mais au sens métaphorique, nous déplacer dans le monde, nous déplacer dans le futur, nous déplacer dans le temps aussi. On peut l'utiliser de toutes sortes de façons, là, ce mouvement, ce déplacement, puis se déplacer dans un monde imaginaire aussi, là. Mais on peut l'utiliser, ce wagon-là, pour se promener dans bien des univers. Donc, dans ce contexte-là, à la fois, on est dans la thématique du métro puis du déplacement, mais on peut aussi élargir puis aller toucher ce que tu disais, Frédéric, tantôt, c'est d'aller aussi, ne pas être juste sur le métro Montréal moderne, années 60, mais prendre ce métro-là à Griffintown pour aller voir le Montréal industriel des débuts de Griffintown, et même Montréal avant l'arrivée des Européens. Donc, pourquoi pas? Là, on parlait de la Lune tantôt, pourquoi pas non plus, mais on peut le faire de l'autre côté aussi. Puis, parce que moi, je suis le représentant patrimoine, c'est pour ça que je suis tannant avec ça. Là. Mais je ne suis pas boqué là-dessus, soyez sans crainte. Mais j'essaie de pelleter dans ma cour. Mais tout ça pour dire qu'il est aussi un véhicule, le fun pour le prendre au sens large du terme, puis de se dire on peut prendre le métro, puis pourquoi pas arriver, puis compétitionner contre une machine à vapeur, puis ça peut être très drôle. Ou un tramway comme Louise l'amène dans les commentaires. Un tramway hippomobile, oui. Le lexique ferroviaire nous amène à faire beaucoup de culbutes mentales, là. Donc, effectivement, juste les verbes déplacer, transporter, les utilisateurs, les clients, les usagers, les usagères. Donc, tout ça, quand on réfléchissait à qu'est-ce qu'était MA63, qu'est-ce que serait MA63, on s'est beaucoup amusé. Je tiens à le dire, on s'est beaucoup amusé. Justement, parlant de le patrimoine, Caroline Arsenault attend avec beaucoup de patience pour poser sa question. Caroline, est-ce que tu préfères poser la question par toi-même ou préfères-tu que je le lis à voix haute? Je pense qu'elle va parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. OK, bonjour. Oui, je peux la poser de vive voix. En fait, là, c'est sûr qu'on a dévié un peu du sujet, mais j'aurais aimé qu'on revienne peut-être à la question de départ de requalification, de revalorisation, soit de bâtiments ou dans ce cas-ci, là, des voitures de métro. Et je me posais la question parce que
récemment, je lisais dans les journaux, on parlait de la bibliothèque Saint-Sulpice qui se situe sur le plateau, donc sur Saint-Denis, puis à quel point il y avait toutes sortes de problématiques, puis qu'on ne parvenait pas à en faire un projet. Et je me disais, mais qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que ça bloque? Quels sont les freins? Et je me dis, ça ne peut pas être... Oui, j'imagine qu'il y a une portion financière, bien entendu, mais ça ne peut pas être que ça. Alors, je me demandais peut-être de manière générale quels pouvaient être un peu les freins lorsqu'on décide de démarrer un type de projet en requalification ou en revalorisation, puis peut-être aussi de l'exprimer là, par rapport au projet présentement là, dont il est question au niveau des wagons de métro. Là. Alors, je ne sais pas si j'étais assez claire. Ben, je dirais qu'avec les wagons de métro, il y a quand même la chance d'avoir un objet qui est beaucoup plus transformable, en fait. Certes, là, c'est quelque chose, mais alors que dans d'autres cas, et bon, le cas dont tu parles, la bibliothèque Saint-Sulpice, là, on est vraiment dans le monument tel qu'on le présentait en amont, c'est-à-dire un objet qui est à la fois classé extérieur et classé intérieur. Donc, la salle de lecture, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'est dans ce contexte-là de trouver l'usage qui pose problème. Alors que dans d'autres cas de requalification, bon, en plus, les wagons ne sont pas protégés au nom de la loi, mais ils ont un caractère exceptionnel. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi si on ne veut pas perdre cette qualité-là. Mais il en demeure pas moins qu'on est beaucoup plus libre de proposer quelque chose de plus flyé, si on veut, par rapport à la requalification de ces objets-là. Donc dans le spectre des interventions patrimoniales, ben, il y a des objets qui nous obligent à être plus précis. Puis là, il y a toutes sortes d'autres choses dont on ne parlera pas parce qu'on pourrait parler pendant longtemps, malheureusement, de la bibliothèque Saint-Sulpice. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment le patrimoine, le monument historique là, tel qu'on le concevait au 19e, au 20e siècle, qui nous freine, en fait, dans les idées. Puis évidemment, le fait qu'il soit à l'abandon depuis un petit moment là, fait que les coûts gonflent à chaque fois, malheureusement. Louise Fournier, est-ce que vous voulez partager vos réflexions live? Sinon, je peux... Ah oui, super. Ben, moi, je trouve qu'un des défis extraordinaires, ça va être que Frédéric Etienne et le groupe avec qui il travaille convainquent tous les Québécois, pas seulement les Montréalais, que ça fait partie de leur histoire. Parce que c'est toujours un enjeu. Et je leur fais beaucoup confiance pour être très imaginatif là-dedans, mais je pense que le métro de Montréal est subventionné par l'ensemble des Québécois, donc il faut vraiment ne pas oublier ça et en faire un lieu de visite pour des tourismes intra-Québec aussi. Merci. C'est vrai, c'est le métro. C'est plus largement que la ville. C'est un métro montréalais, mais c'est le métro des Québécois, en fait. Parce que, bon, moi-même, j'ai grandi à Québec et je veux dire, les premières fois que j'ai pris le métro, ben, je venais à Montréal, donc, mais je revenais à Québec avec des images du métro en tête. Alors, il ne faudrait pas penser effectivement que c'est un équipement uniquement à Montréal. Ce sont tous les Québécois payent pour, donc, effectivement, c'est un équipement là, québécois. En fait, ça touche tous les Québécois, effectivement. Puis je dirais encore plus, on le sait tous, quand on va dans une autre ville, on utilise le métro parce que c'est plus facile que prendre l'autobus. Ou tu sais, combien de fois, moi aussi, je viens pas de Montréal, puis les premières fois, je prenais le métro, je faisais des millions de détours parce que c'était plus facile d'aller de station en station plutôt que de prendre un bus dont tu ne savais pas trop quand est-ce débarquer, alors que le métro a cette facilité, cette convivialité là, de se déplacer puis d'être sûr que ben, à la station Mont-Royal, on est bien à la station Mont-Royal. Mais on revient aussi à la question de l'appropriation, évidemment, dans l'inclusivité, puis dans... C'est de plus en plus clair à travers nos échanges que ça, c'est un mot-clé. Tout à fait. Guillaume Lam, est-ce que vous voulez... Oui, super. Allez-y.
Euh, Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui. Oui, ma question concernait le fait que il y a une valeur historique à ces choses-là, mais ça semble coûter de l'argent de les préserver. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qu'une valeur historique? Je pense qu'elle était mieux formulée par écrit, là. Je m'excuse, mais Et vous pouvez toujours lire votre commentaire dans le Q&A. Est-ce que vous l'avez? j'arrive pas à le retrouver. OK, Désolé. donc je peux offrir de l'aide. On peut s'imaginer que la mise en valeur d'un objet, comme un wagon de métro, coûte des sous. Mais est-ce que ça crée aussi des bénéfices, autres que les repères historiques que je ne peux pas minimiser? Oui, c'est très pertinent. Je vais faire un parallèle avec un site Internet. Un site Internet coûte des sous, mais éventuellement, s'il y a assez de monde, on est capable de le monétiser. Donc, la même chose est vraie pour des wagons de métro. Les wagons de métro nous ont permis d'attirer 100 000 personnes sur 2 places éphémères, ce qui nous a permis d'avoir une activité économique puis éventuellement de monétiser. Pour nous, ça a toujours été important. C'est pour ça qu'on se qualifie d'entrepreneurs sociaux, d'être capable de générer des revenus pour pérenniser l'organisation. Donc, on a récupéré des icônes de patrimoine, mais on ne veut pas que dans 10 ans, on n'ait plus d'argent pour les conserver. Donc, on a décidé d'avoir une activité économique pour pérenniser le projet. Et donc, une des façons de faire ça, c'est en vendant des produits locaux, en ayant des événements, en permettant de faire des choses comme ça. Puis les wagons nous permettent d'attirer l'attention, qu'on redonne ensuite cette attention-là, qu'on redonne aux talents locaux. Donc, c'est comme un cycle vertueux. Mhm. Moi, j'ai une question par rapport à, mettons, les designers, les artisans locaux. Comment est-ce qu'ils seront choisis et ce serait quoi la durée de leur exposition, mettons? Est-ce que c'est par concours? Est-ce que c'est par invitation? Est-ce que le monde demande un intérêt? Et comment est-ce que ça sera curated? En français? Commissarié. Ou, en tout cas, Ouais. il y a des commissaires. Oui, ça, il va y avoir un directeur artistique qui va rester mon frère, avec probablement, potentiellement, dépendant du budget, peut-être un commissaire ou une commissaire qui pourrait changer à chaque année, justement pour amener différentes vibes d'année en année. Cette personne-là va monter des programmations, comme on disait, peut-être saisonnières, avec un thème, et des programmations saisonnières-là va découler donc la sélection des artistes, des designers, puis des producteurs gastronomiques. Le tout est chapeauté par un comité culturel qui est composé de sommités du monde culturel en art, en design et en gastronomie. Donc, pour s'assurer que... Merci. Pour s'assurer que l'offre reste fidèle à ce qui se fait présentement dans le milieu culturel et qu'on n'est pas en train de faire un truc de notre côté tout seul. Donc, on veut vraiment représenter l'offre culturelle. Et pour nous, la culture, c'est l'art, le design et la gastronomie et bien d'autres choses, mais on se concentre principalement sur ces choses-là, sur ces secteurs-là. Donc, pour représenter ce qui se fait actuellement. Très intéressant. Oui, Martin? Non, pas de micro. J'ai mon micro. Non. Mais c'est juste pour dire aussi que je relisais en amont de la rencontre d'aujourd'hui l'énoncé de l'intérêt patrimonial du métro de Montréal, auquel Benoît a participé d'ailleurs. Puis je réponds à la question j'ai oublié le prénom, je m'excuse, mais la personne juste avant, qui parlait d'intérêt historique, mais je te dirais qu'il y a certes un intérêt historique très fort, mais il y a plein d'autres valeurs patrimoniales associées au métro, valeurs architecturales, artistiques, techniques, symboliques, sociales, urbaines, économiques, écologiques. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus que juste l'histoire qui est super importante, mais le métro, on a vraiment quelque chose. Là évidemment, vous n'avez pas le métro
métro, mais le wagon. Mais quand même, il y a une résonance par rapport à cet objet qui est beaucoup plus que simplement un fait important, certes, mais parce ce qu'il a été et ce qu'il est encore est beaucoup plus que simplement une valeur historique. Là. Il y a quelque chose d'autre, puis en termes, que serait-ce la création des stations de métro, la qualité architecturale des stations, etc., fait en sorte qu'on a un objet qui dépasse beaucoup plus là, tout ça. Voilà. Peut-être une petite anecdote rapide, je sais qu'il y a une autre question, mais vous savez, quand on a fait les nouvelles voitures Azur, on a insisté pour qu'elles soient bleues qu'une ligne blanche, et c'est ce que les gens voulaient aussi. C'est ça. Le fabricant ne voulait pas, mais on leur a dit, on lui a dit au fabricant, ils vont être bleus qu'une ligne blanche. Donc, il y aura toujours cette connotation, en fait, ce lien avec les premières voitures de métro, finalement. Oui, puis le son aussi, je parle souvent à mes étudiants, le tout doudou, qui c'est venu après. Ça, c'est venu après, mais sinon, ils sont dans les 73, mais quand même, il y a toute une appropriation. On ajoute à chaque fois là, des strates. Des couches. Oui. C'est bien, nous avons une autre question de Théo Chauviré. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Oui, super. Et pour ceux qui peut-être ont une question qui mijote un peu, nous avons quelques minutes, mais il faut agir assez rapidement. Vous m'entendez? Oui. Oui, je me posais la question, c'est vraiment une question technique. Étant donné qu'on est dans une initiative de revalorisation d'un équipement de transport, est-ce que le projet a permis d'approfondir et de peut-être élargir la question du cycle de vie des équipements de transport? Donc, est-ce que vous avez eu la chance d'entrer en discussion avec les Bombardier, les Alstom de ce monde? Est-ce que ça a permis de dégager des nouvelles connaissances par rapport au traitement en fin de vie? Comme le wagon a été construit par Canadian Vickers, on est peut-être plus en communication avec la STM pour tout ce qui était là, des aspects techniques. Et on a parlé à Bombardier et à Alstom, et on continue de leur parler, mais ça, c'est confidentiel. Mais effectivement, il y a une question aussi plus vaste derrière tout ça de revalorisation des voitures une fois qu'on les retire du service. On comprend qu'elles ne peuvent pas toutes être revalorisées de la même façon que nos amis les frères Bordelot le font. Donc, la plupart des voitures, évidemment, on récupère le métal. Donc, c'est un peu triste. On ne peut pas les jeter au fond de l'océan comme d'autres types de voitures de métro parce que, encore une fois, elles n'ont pas été faites pour aller dans l'eau. Donc, les petits poissons, malheureusement, il y aurait un effondrement puis ils mourraient tous. Alors que avec les voitures du métro de New York, ça leur fait des endroits magnifiques pour poursuivre leur vie sous-marine. Donc, non, effectivement, c'est un questionnement, là, mais comment dire, c'est certain que ça pose des questions, effectivement, à l'après-vie des voitures de métro, mais je dois quand même avouer, je ne crois pas que même les voitures Azur ont été conçues en fonction de leur après-vie. Je pense qu'elles ont été conçues pour durer très, très longtemps et ça semble extrêmement bien parti d'ailleurs. Mais à ce que je sache, elles n'ont pas été faites là, pour aller justement à l'extérieur, elles n'ont pas été faites pour aller sous l'eau, elles n'ont pas été faites. Donc, je pense qu'on reste quand même avec des voitures là, fabriquées à peu près de la même façon que les voitures MR63 et 73. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, là, mais c'est ce que je peux dire là-dessus. Je suis consciente du fait qu'il faut qu'on termine à 1h30 pile et du coup, 1h30 est passée comme ça. Alors, avant de dire merci à tout le monde et au revoir, à la prochaine, j'aimerais céder la parole à Frédéric qui nous annoncera les événements à venir parce qu'aujourd'hui, c'était la première table ronde thématique des 4 en total. Alors, Frédéric, le micro. Je vais commencer par vous remercier tous et toutes là, pour ce magnifique panel. C'était vraiment le fun. C'était quelque chose qui nous a beaucoup fait peur, disons, là, de comment est-ce qu'on allait utiliser ces wagons. Nous, on n'est pas des experts dans la reconversion. On est des entrepreneurs sociaux, donc d'avoir des experts comme vous à table
Ça nous a permis, je pense que moi, ça m'a permis aujourd'hui d'être plus serein là, avec notre usage. Je vous invite, si jamais vous avez d'autres idées, que ce soit vous ou n'importe qui nous écoute, là, de nous écrire info@mr-63.com. Je vous invite aussi à participer au prochain événement qui va être sur la transition écologique régénérative le vendredi 30 avril, donc le dernier vendredi du mois d'avril, à midi, comme aujourd'hui, jusqu'à 1h30, comme aujourd'hui, en tout cas, presque. Et la rencontre va être animée par Stéphanie Barker, qui est la directrice de la Fondation Espace pour la vie. Espace pour la vie qui est très, très, très proactif dans tout ce qui est développement durable. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir parler de transition écologique avec Stéphanie et 4 nouveaux et nouvelles panélistes. Tous les détails vont venir dans les quelques jours dans les réseaux sociaux de MR63 et CRIEM, donc suivez-nous pour en savoir plus. Puis, on va faire comme ça des panels à chaque mois pour en comptant aujourd'hui pour les 4 mois à venir. Là. Donc, merci encore à tout le monde et je vous souhaite une très belle journée. Oui, c'est très agréable. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bye.